Our third speaker today in regional anesthesia is Dr. Sebastian Bloch. Dr. Sebastian Bloch is an anesthesiologist working in a private hospital in Paris, Clinique Drouot-Sport. He is involved in training and research in regional anesthesia. He's an active member of ESRA and SPAR. Today, he will talk about new blocks for hip analgesia. Dr. Sebastian, the floor is yours. You can begin. Ah, bonjour à tous. Alors c'est un peu difficile parce que je vous vois pas. Sébastien Bloch, je suis très heureux de participer aujourd'hui à cette journée et très heureux de venir vous parler des blocs ou des techniques qu'on va pouvoir proposer pour la chirurgie de hanche. Je vais alors attendez parce que je crois que j'ai pas partagé mon écran. Hop, partager. On va partager ça. Parce que j'arrive pas à tourner sur cet écran-là. Je pense que là, maintenant, ça devrait être bon. J'ai plusieurs conflits d'intérêts probablement sur ce topo. Ce qu'on va faire, on va essayer quelque chose de très technologique. Si jamais vous avez vos téléphones, je vais vous demander quelques minutes pour flasher ce QR code et pour que vous me donniez, vous, vos opinions sur les techniques d'analgésie pour la hanche. On se donne juste une minute pour voir si ça fonctionne. On est très loin, mais ce serait très sympa si on pouvait être interactifs les uns les autres. Je vais changer de partage d'écran, voir si ça peut, pardon, si ça peut marcher. Je vais autre part voir si vous répondez. Alors, j'ai vos réponses, je vais vous les donner comme ça. Donc, vous le faites beaucoup pour de la hip fracture. Pas beaucoup pour de la arthroplastie, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour de la hip fracture. Et il y en a certains qui ne le font jamais. C'est une belle réponse, on pourra en discuter, considérant que ce n'est pas douloureux. Donc, je vais marquer surtout pour de la hip fracture. On va aller tout de suite à la deuxième question, pardon. Pour ceux qui feraient de l'anesthésie loco-régionale pour de la fracture de hanche, pour de la chirurgie de hanche, qu'est-ce que vous faites? Du fémoral, du peng. Voilà, donc je vais le noter directement, comme ça on pourra en discuter. Donc fémoral, vous mettez beaucoup de fémoral et puis un petit peu de peng. On va le faire maintenant pour de la fracture, comme ça on aura fait le tour de cette question. Et je vais vous donner les réponses en ligne. Donc pour de la fracture, beaucoup de fémoral, du fascia iliaca compartment block, du PENG, de l'ESP. Et puis qu'est-ce que j'avais comme voilà. Donc on a je vois pas la dernière, excusez-moi. Et too many acronymes to be honest. Je trouve que ça c'est une belle réponse. Donc c'est beaucoup de fémoral. Je vais revenir sur mon topo. Donc pour résumer, en fait, vous faites beaucoup de blocs plutôt pour de la chirurgie, pour de la fracture. Vous en faites plutôt du fémoral ou du paying block. C'est ce qu'on va pouvoir discuter. Donc, quand on m'a demandé ce topo, quand on m'a demandé de discuter un petit peu, pardon, de discuter un petit peu des nouveaux blocs, je me suis d'abord référé à PubMed pour voir ce qu'étaient les blocs proposés en orthopédie pour la chirurgie de hanche. Et je suis tombé sur un panel de blocs assez large. Et c'est facile, quelqu'un a répondu, too many acronyms. C'est facile de voir quels sont les nouveaux et les anciens. En fait, les anciens, c'est ceux qui sont écrits correctement. Donc, c'est le bloc du plexus lombaire, c'est le bloc fémoral, l'obturateur, le cuneo latéral de cuisse, hein, le latéral fémoral. Et puis, ben, tous les nouveaux, en fait, c'est tous les acronymes. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup trop d'acronymes. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit peu le ménage dans ces acronymes pour essayer de savoir lesquels ont vraiment un intérêt pour la chirurgie de hanche. Et on pourra discuter ensemble même de l'intérêt dans la chirurgie de hanche de ces blocs. Donc, après avoir vu qu'il y avait un panel important, eh bien, j'ai essayé de voir à travers les recommandations, première question, si un, c'était nécessaire. On en discutera. Et quand on reprend ici ces premières recommandations publiées en 2021 dans RAPM, eh bien, on voit qu'effectivement, il y a un intérêt probable à utiliser de l'anesthésie loco-régionale périphérique dans la chirurgie de hanche. Maintenant, lequel? Donc, j'ai essayé de voir si jamais il y avait d'autres recommandations. Et j'ai regardé là les recommandations de Prospect, hein, qui est un groupe d'experts qui fait de la réflexion autour des techniques à proposer sur des chirurgies diverses, que ce soit des chirurgies orthopédiques ou d'autres chirurgies. Et quand on regarde Prospect, donc il y a l'analgésie multimodale qui est indispensable. Il y a effectivement, comme on peut le voir un petit peu, certains blocs qui sont proposés, mais quand on regarde de manière plus précise, le problème, c'est que tous ces blocs, eh ben, leur intérêt, il est inconsistant ou très limité. Limité, comme le disait Eric Albrecht juste un petit peu avant, parce que vous allez avoir des impacts moteurs et donc un impact sur la réhabilitation qui peut être important. Et surtout, quand on reprend cette recommandation, eh bien, il n'y a pas les nouveaux blocs.
Donc, ce qu'on va faire pendant le quart d'heure qui vient, c'est ensemble réfléchir à quel bloc on peut utiliser parmi ces anciens et surtout nouveaux blocs dans différents contextes. Et pour ça, on va faire deux choses. On va d'abord réfléchir au bloc, au target nerve, donc aux cibles qui nous intéressent. Et puis après, on reverra aussi quels sont les outcomes dans ces différents contextes. Je vais beaucoup vous parler de la chirurgie prothétique de hanche, de la fracture du col du fémur, et on pourra juste à la fin ouvrir un petit peu sur la douleur, parce qu'il y a aussi ces techniques qui pourraient être intéressantes sur de la douleur chronique. Donc tout d'abord, les target nerves. Les target nerves, là, vous avez une méta-analyse qui a été faite par Pierre Lomonnery, qui est un chirurgien qui fait beaucoup de coudes et qui s'est beaucoup intéressé à l'anatomie et à l'innervation. Il a fait de très beaux papiers sur le coude, sur l'épaule, et là, vous avez sa méta-analyse qui est faite sur la hanche et qui reprend l'ensemble de l'innervation, de la capsule articulaire de la hanche, qui est l'élément important en analgésie. Premier message important sur cette méta-analyse et sur cette modélisation, vous pouvez la retrouver soit sur le petit tableau que vous avez sur la droite de la diapositive, soit même en imagerie directement sur la gauche de la diapositive. La zone de la capsule où il y a plus de mécanos et le plus de récepteurs et le plus de récepteurs nociceptifs, c'est la partie antérieure de la capsule. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a une vraie relation entre mécanorécepteurs et nocicepteurs, et que vous avez des bridges entre les deux qui font que quand on se mobilise, il y a probablement une stimulation des nocicepteurs. Donc en fait, premier message important, c'est vraiment la portion antérieure de la capsule, et la portion antérieure de la capsule, c'est surtout du nerf fémoral un petit peu accessoire et du nerf obturateur. Donc ça, c'est le premier message lié à l'anatomie. Deuxième message lié à l'anatomie, qui est un travail qui a été réalisé par l'équipe de Peng et qui a essayé de déterminer quelles étaient les branches qui venaient innerver la partie antérieure de la capsule. Ça nous intéresse beaucoup puisque c'est un des éléments, puisque c'est la zone la plus innervée. Et lui, quand il reprend cette innervation, un élément important qui peut nous expliquer la raison pour laquelle parfois, ou dans certaines considérations de réalisation de blocs du nerf fémoral, on n'est pas très efficace, c'est que ce sont beaucoup de branches qui vont venir très hautes, au-dessus du ligament de l'arcade crurale. Donc si on veut faire un bloc, il va falloir faire un bloc qui soit, même fémoral, qui soit très très au-dessus de l'arcade crurale, ou une diffusion qui soit très proximale pour être sûr d'avoir ces branches très antérieures, enfin très proximales, pardon, qui vont venir innerver la capsule. Donc deux messages, capsule antérieure, pardon, et puis branche élevée. Et puis aussi un autre message qui est qu'effectivement, si on préserve la capsule, on est mieux. Troisième étude anatomique qui va là aussi nous offrir des éléments importants et intéressants de réflexion, c'est ici une étude qui a essayé d'envisager les différentes couches depuis la peau jusqu'à la capsule articulaire et leur niveau d'innervation. Et ce qui est intéressant à travers ce travail, qui a été fait aussi bien sur des prélèvements chez des patients que chez des cadavres, eh bien, il montre qu'il y a une innervation très superficielle déjà, et que déjà la peau et les tissus, les soft tissus, les fascias, sont déjà très innervés jusqu'au niveau de la capsule. Donc, si jamais, pour essayer de faire un petit peu le point et le ménage dans l'ensemble des blocs qui nous sont proposés, eh bien, il y a trois éléments qui sont importants. C'est qu'il va falloir plutôt avoir des blocs qui sont focalisés sur l'innervation de la capsule antérieure, plutôt des branches qui sont, si on veut faire des blocs nerveux directs et pas des blocs, des branches articulaires, eh bien, plutôt un bloc qui sera ou qui va intéresser des nerfs très proximaux. Et puis, il faudra considérer très probablement des blocs qui vont intéresser les fascias et puis le tissu sous-cutané. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le contexte va être important pour le choix du bloc et pour le choix et la sélection dans ces nouveaux blocs. Et comme je vous le disais, il y a trois contextes. Il y en a un dont on parlera juste à la fin pour ouvrir le débat, qui est la douleur chronique. Mais nous, on a deux gros contextes qui vont être la chirurgie arthroplastique de hanche et la fracture du col fémoral. Et on voit qu'on va avoir deux concepts ou deux environnements différents. Et déjà, vous, c'est ce que vous avez précisé dans le petit enquête que l'on a faite, c'est qu'on a bien vu qu'il y avait un vrai intérêt, ou en tout cas beaucoup de gens, ou la plupart d'entre vous, faisaient des blocs pour la chirurgie de fracture du col, alors qu'il y avait beaucoup de moins de gens qui en faisaient pour la chirurgie prothétique, pour l'arthroplastie. Et probablement parce que l'analgésie a différents impacts sur la fracture du col, alors qu'elle a un seul impact sur l'arthroplastie. Sur la fracture du col,
il va falloir vraiment diminuer la consommation d'opioïdes parce qu'on sait que ça peut avoir un effet sur le délire post-opératoire. Et puis aussi ces blocs qui vont pouvoir faciliter les mobilisations si on veut faire des spinals. Donc on voit bien que là, on a un bloc qui va nous permettre, qui sera fait, pardon, très souvent bien avant la chirurgie, qui va nous permettre de faciliter le temps de l'anesthésie et qui va nous prévenir, dans ce contexte de patients parfois fragiles, eh bien, de prévenir le délire post-opératoire. Dans le cadre de la chirurgie arthroplastique, c'est complètement différent parce qu'on a un niveau de douleur dont on va parler, mais ce à quoi il faut penser, c'est qu'on va vouloir réhabiliter très rapidement ces patients-là. Le bloc est fait au moment de la chirurgie, contrairement à la fracture où le bloc peut être fait très largement avant pour pouvoir déjà améliorer le confort préopératoire. Là, on fait un bloc pour la chirurgie, il va falloir prendre en compte la trajectoire douloureuse et ce qu'on va vouloir, c'est réhabiliter les patients, donc prévenir le bloc moteur, donc éviter le bloc moteur pour avoir une réhabilitation très rapide. Si on s'intéresse aux trajectoires douloureuses ou au niveau douloureux post-opératoire après chirurgie arthroplastique, là, c'est un papier intéressant qui est paru récemment dans RAPM qui envisageait un bloc, le l'iliopsoas plain block. C'est pas grave le bloc en fait en tant que tel, on pourrait faire n'importe lequel. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir la trajectoire. Et ils ont montré que de faire un bloc ou de pas faire de bloc n'avait pas d'intérêt à partir de la 6e heure. En fait, ils disent qu'effectivement, bah, ça sert à rien parce que quand on compare un bloc ou un sham, à partir de 6, 12, 24 heures, on n'aura plus d'intérêt. Et que l'intérêt, si on regarde le petit schéma à gauche, eh bien, il est peut-être plus marqué dans la période très précoce post-opératoire, quasiment en salle de réveil ou durant les premières heures. Donc on voit bien, et c'est ce que vous avez vous-même suggéré, que la trajectoire douloureuse, elle n'est pas forcément en faveur des blocs, et que si on fait un bloc qui en plus va impacter la fonction motrice, eh bien on est peut-être un petit peu perdant en termes de réhabilitation. Pour résumer ça, vous avez ici cette méta-analyse qui est très intéressante. Alors, je vous ai mis la référence de Metsoudis, qui étaient les recommandations qui disaient il faut faire des blocs, mais il faut faire des blocs en prenant en compte cette trajectoire douloureuse. Là aussi, vous avez soit de l'anesthésie générale, soit de l'arachie, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment un cut-off à 6 heures et que vous avez tout ce qui se passe avant la 6e heure, donc la salle de réveil, la période très précoce où on peut avoir des EVA très élevés. Mais très rapidement, à partir de 6 heures, 8 heures, eh bien, on va se retrouver avec des EVA qui sont largement maîtrisables avec de la multimodale orale. On n'a pas besoin de faire ou d'associer de blocs ou faire de blocs de secours. Eric qui vous parlait tout à l'heure de prothèses de genoux, tout le monde a comme expérience des blocs de secours en prothèse de genou. On n'a jamais besoin de blocs de secours en prothèse de hanche à J1 ou J2 parce que la trajectoire douloureuse n'est pas les mêmes. Et donc, il faut vraiment avoir à l'esprit cette trajectoire douloureuse, en tout cas pour la prothèse, pour faire le choix, et pour faire le choix parmi ces différents acronymes dont on va parler. Effectivement, le bloc fémoral, on voit que pour la prothèse, bah, ça sera peut-être pas très adapté parce qu'on va vraiment avoir un bloc moteur et c'est vraiment ce dont on n'a pas envie. L'obturateur, on sait que c'est pas forcément très évident ou pas suffisant parce que c'est pas lui seul qui va venir innerver la capsule articulaire. Et le plexus lombaire, c'est pareil, c'est un bloc qui va être trop marqué, trop puissant, trop important, trop large pour de la chirurgie prothétique. Donc, on va s'intéresser à ces différents acronymes que l'on va revoir assez rapidement pour essayer d'orienter votre pratique. Il va y avoir le paravertébral, le fascia iliaca compartment block, le PENG block, dont beaucoup de gens ont parlé, le quadratus lumborum block, le SP et l'iliopsoas plain block. Donc on va commencer par des blocs qui sont très très proximaux. Donc le paravertébral, le QLB, le SP. Donc là, il y a des datas dans la littérature, vous avez des méta-analyses à ce sujet. Il y a un papier que je vous ai noté sur la droite qui évalue le QLB superficiel, donc dans la zone verte là sur ce plan, sur cette planche pardon de Manoche-Karmarkar. On comprend bien que le superficiel va pas avoir d'intérêt parce que ce qu'il faut, c'est plutôt aller dans la partie bleue près du plexus lombaire. Le problème de ce plexus lombaire, c'est que vous allez avoir un bloc moteur. Donc tous ces blocs qui sont proposés sont soit inefficaces parce que pas vraiment dans la région des branches nerveuses qui vont venir innerver la capsule, donc pas vraiment vers le plexus lombaire. Et si on va trop vers le plexus lombaire, on va avoir un bloc du plexus lombaire et on va se retrouver avec un bloc moteur. Donc ces blocs sont soit pas tout à fait efficaces ou peu reproductibles, soit pas vraiment adaptés avec l'outcome que l'on veut, c'est-à-dire de l'analgésie et de la réhabilitation rapide.
Vous avez après tous ces autres acronymes. On avait le suprainguinal longitudinal compartment block, vous avez le facial yaka, donc vous avez ces deux concepts. Là, l'objectif, ça va être d'injecter du médicament, pas près d'un nerf, mais dans un endroit, dans un compartiment où sa diffusion va permettre le bloc des branches du plexus lombaire. Donc, quand vous prenez la technique qui a été proposée par Mathias Desmet et Chris Vermeulen dans RAPM, là sur la gauche, le longitudinal suprainguinal facial yaka compartment block, c'est un bloc qui est intéressant. Ils avaient noté dans leur travail qu'il pouvait y avoir une distribution vers le fémoral, vers l'obturateur, le cutané latéral de cuisse. C'est intéressant. Mais comme vous l'avez sur la référence d'un liste en dessous, le problème, c'est que vous allez avoir un bloc moteur. Donc, ça ne correspond pas à ce que l'on veut comme outcome de réhabilitation précoce, si on souhaite cette réhabilitation précoce. Après, vous avez le fascia iliaca, qui est un bloc que l'on connaît très bien, là aussi, qui n'est pas un bloc du nerf fémoral, mais pareil, cette distribution qui va se faire sur le psoas. Mais la même chose, on a un risque de faiblesse musculaire. Donc ces deux blocs, même s'ils sont efficaces en termes d'analgésie, parce que bloquant les branches du nerf fémoral, ne vont pas être forcément intéressants dans un concept ou dans un principe de réhabilitation avec de la marche ou de la déambulation très précoce. Je vous rappelle, même si c'est un peu limite en termes de concept, mais Enrique Kellet il y a très longtemps montré que la marche elle-même favorisait l'analgésie. Alors effectivement, il partait de VA très élevés qui ne sont pas tout à fait forcément compatibles avec ce qu'on souhaite. Mais le concept est là, c'est que plus vous allez réhabiliter rapidement les patients, plus vous allez faire marcher rapidement les patients, et plus vous allez impacter également l'analgésie. Donc faire des blocs très efficaces, mais qui impactent la marche, c'est peut-être un élément qui va retarder la réhabilitation. La plupart des papiers sur la réhabilitation montrent bien qu'il faut marcher dans les 24 heures. Donc, si vous avez un bloc, comme le disait Patrick Narchi, avec en plus des adjuvants qui durent 18, 24, 36 heures, eh ben, vous allez à l'encontre du principe de réhabilitation. Donc, tout ce qui est très proximal, non. Tout ce qui est fascia compartment, ben non plus, parce que trop efficace. Et après, vous avez ces nouveaux blocs que sont le pen block ou l'iliopsoas plain block. Donc là, l'objectif, et c'est pour ça que j'ai commencé avec cette anatomie de la capsule, c'est d'aller justement bloquer ces petites branches qui vont venir innerver la partie antérieure de la capsule. Vous l'avez sur ce schéma, le pain block, c'est une infiltration qui se fait sous le tendon du muscle psoas et qui va venir normalement diffuser, donc vous l'avez sur la gauche, hein, ce tendon du muscle psoas, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, mais ce sera par ici. Et l'objectif, c'est que ça distribue sur ces branches articulaires, aussi bien sur les branches accessoires de l'obturateur, sur le nerf obturateur, et ces branches qui viennent de très haut. On voit bien qu'elles viennent de très haut, même sur ce schéma, parce qu'on voit bien qu'elles ne descendent pas du nerf fémoral. Elles arrivent avant l'arcade crurale. Et donc là, c'est d'être vraiment sur le lieu d'innervation et d'éviter ce bloc moteur. Il y a pas mal de papiers qui se sont intéressés après la première, la première publication de Peng. C'était surtout sur la chirurgie dans un contexte traumatique, hein. Il y a pas mal de papiers là, qui sont intéressés à ce que donne vraiment l'injection à cet endroit sur soit l'imagerie faite par l'équipe de Philippe Gauthier, Javier Salablanc là sur la gauche, soit sur des imageries, soit même sur du cadavre. Et ce dont on se rend compte, pardon, c'est que cette distribution sur les capsules articulaires, on l'a pas forcément tant que ça quand on fait des blocs. Ce qu'on va surtout avoir, c'est une distribution entre les fascias ou dans la région musculaire, là où peut-être courent certaines branches. Et surtout, ce que l'on n'a pas du tout, c'est qu'on n'a pas du tout de bloc du nerf obturateur. Ça veut dire que si jamais on fait ces PENG, on peut très bien faire aussi des blocs obturateurs pour encore plus optimiser cette efficacité, probablement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte qu'on avait une distribution qui se faisait vers le nerf fémoral. C'est ce que vous avez sur la partie droite de la diapositive. Et donc, on peut quand même avoir, avec ces sparring motor blocks, on peut quand même avoir des blocs moteurs. On peut avoir de la faiblesse musculaire. Et c'est ce que se retrouvait dans le papier de la liste. Comme ce paying block avait ses 25%, ou même ses, entre oui, plus de 4,
plus de 25% pardon, de faiblesse musculaire, eh bien, il y a un autre bloc qui a été proposé, encore plus distal, donc pour éviter de se retrouver sur le nerf fémoral, qui est le iliopsoas pen block. Donc, c'est ce que vous avez schématisé sur la droite de la diapositive. Sur la gauche, vous avez les deux points d'injection, un très proximal qui est le pen block, quasiment sous le nerf fémoral, et un beaucoup plus distal et plus latéral. Alors, c'est quelques centimètres des fois, c'est difficile de pouvoir faire vraiment une distinction entre ces deux points d'injection. Mais ce qui a été montré, c'est qu'il y en a un qui peut-être avait moins de distribution par les fascias vers le nerf fémoral. C'est pas très grave de savoir que l'un est peut-être mieux que l'autre. De toute façon, tous les deux avaient un petit peu de faiblesse musculaire. Ce qu'il faut simplement avoir à l'esprit, c'est qu'on aura de la faiblesse musculaire et qu'il faut évaluer la faiblesse musculaire si on fait ces blocs. On ne sera pas à 100% de déambulation possible. Dernier point intéressant avant de conclure, c'est que on sent bien que même si ces blocs ont été intéressants, là très récemment, c'est plutôt de la publication 2024, et ben ces blocs, on commence à les associer. On commence à les associer parce qu'on se rend bien compte qu'ils répondent pas tout à fait à ce qu'on souhaiterait en termes d'analgésie. Et comme je vous le disais, il faut prendre en compte le soft tissu. Et quand on regarde, ben, tous ces blocs commencent à être associés à du cutané latéral de cuisse. Cutané latéral de cuisse, à prendre en compte probablement en fonction du type de chirurgie, parce que je ne vous en parle pas là, mais il faudra prendre en compte le type de chirurgie. Les voies antérieures et postériolatérales sont différentes en termes d'approche musculaire, en termes d'approche de tissu, en termes d'approche aussi capsulaire, en termes de scratch musculaire. Donc tout ça aussi est à prendre en compte et qu'on ne retrouve pas trop dans la littérature. En tout cas, si vous faites ces blocs ou si ces blocs vous intéressent, c'est la discussion qu'on pourra avoir parce que, comme je vous le disais, c'est 4 à 6 heures qu'il va falloir maîtriser, eh bien, il faut probablement les associer à aussi un bloc de l'environnement du soft tissu. Pour la fracture, et je vais terminer à la fracture, bah, c'est complètement différent. Pour la fracture, ces blocs sont à faire pour gérer le niveau de douleur en préopératoire. On a souvent un temps avant la chirurgie et gestion du temps, gestion de la douleur va avoir un impact sur l'outcome des patients, souvent en termes de troubles cognitifs post-opératoires. Et là, le bloc fémoral n'est pas important. Les patients ne vont pas marcher avec une fracture du col. Donc là, vous pouvez aussi bien faire ces nouveaux blocs en acronyme, soit de ces anciens blocs qui sont très efficaces. Et si jamais vous avez une fracture du col, et bien distinguer, enfin du fémur, pardon, distinguer le fût fémoral du col fémoral. Le fût fémoral, un fémoral sera largement suffisant. Si vous avez une fracture du col fémoral, il faut penser que les branches intéressantes sont des branches très proximales et plutôt peut-être faire des fascia iliaca compartment block. Donc, le take-home message, c'est se rapporter d'abord à l'anatomie. Il faut penser que ce que l'on veut bloquer, c'est la partie antérieure de la capsule, c'est le tissu environnant, et que le choix du bloc que l'on va faire parmi le panel que l'on a actuellement, eh bien, c'est aussi le programme de réhabilitation et puis la trajectoire douloureuse. Il y a un papier de Coppens qui est paru là récemment, qui est très intéressant en disant qu'il n'y a pas de meilleur bloc en fait. Ce qui est important, c'est de mettre un bloc dans son environnement, dans son programme de réhabilitation. Pour une TKA, donc pour une arthroplastie THA, pardon, une arthroplastie de hanche, eh bien c'est plutôt des blocs qui vont essayer d'éviter d'avoir de la faiblesse musculaire, donc plutôt de l'iliopsoas plane block, du peng block ou du cutané latéral de cuisse. C'est plutôt ces blocs-là vers lesquels on va se tourner, en ayant à l'esprit qu'il peut y avoir de la faiblesse musculaire, donc des patients à évaluer avant de les mettre debout. Je fais une petite aparté, il y a une très grosse différence entre la hanche et le genou. Un bloc moteur du plexus fémoral ou du plexus lombaire sur une chirurgie de genou, c'est pas très grave lorsqu'on a une attelle de genou. Nous, on a des patients qui sont pour beaucoup en ambulatoire après parce que c'est un choix personnel, hein, c'est pas l'objectif qu'il faut avoir. Mais après les prothèses totales de genou, ils ont des blocs fémoraux ou des blocs canaux adducteurs, ils repartent avec une attelle de genou, il n'y a aucun souci, on peut marcher. Le problème de la prothèse de hanche, c'est qu'on a rarement ou on met rarement d'attelle de genou. Les patients ne vont pas comprendre pourquoi. Donc d'avoir un bloc moteur, c'est pas très bien. En revanche, pour la fracture du col, eh ben, les choses sont complètement différentes. Vous pourrez avoir un panel beaucoup plus large qui dépendra surtout du moment auquel vous allez faire le bloc, en sachant que le bloc moteur dans ce contexte-là est beaucoup moins important. Et juste pour ouvrir sur la douleur,
tous ces blocs-là qui deviennent de plus en plus précis en termes d'objectifs, en termes d'innervation articulaire, eh bien, c'est des blocs qui commencent à devenir intéressants et qui, certains sont issus de la douleur chronique. Vous avez ici une très belle, un très beau papier de Chris Vermeulen encore qui a repris ces blocs, mais ce n'est pas tout à fait le sujet, mais si vous voulez vous y intéresser, sur la chirurgie de hanche. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse encore un QR code. Vous savez que l'ESRA propose une journée mondiale de l'anesthésie loco-régionale le 25 janvier. Nous, ESRA France, on vous propose une journée associée, bien entendu, en français, qui sera en ligne. Donc, si ça vous intéresse de vous connecter, vous pouvez, vous avez un lien, vous vous inscrivez en ligne. Il y a forcément une cotisation qui va à l'ESRA pour devenir membre de l'ESRA et c'est avec plaisir qu'on vous recevra depuis le Liban, depuis Beyrouth pour cette journée. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Je vous remercie énormément de m'avoir reçu aujourd'hui. Je n'entends plus rien du tout. Bon, De Dr Kamal. Pourquoi vous mettez le malade latéral avec une dose de 12 mg bupivacaïne hyperbare? Docteur Eric, J'ai compris une partie de la question, c'est-à-dire j'ai compris 12,5 mg, position latérale, mais quelle était la question exactement? Est-ce que vous m'entendez? Dr. Eric, why do you put your patient laterally with a dose of 12 milligrams of bupivacaine hyperbar? Shall I address the question in English or in French? En français, d'accord. En français? Comme vous voulez. Donc l'idée, c'est de faire une rachianesthésie, d'opérer le genou, par exemple. Bon, voici la question. Pourquoi vous mettez le malade en latéral avec une dose de 12 mg bupivacaïne? On peut positionner le malade soit assis, soit en décubitus latéral. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les met en décubitus latéral sur le côté qui va être opéré. On injecte 12,5 mg hyperbare. Et puis après, on retourne le patient sur le dos, puis on tilte la table. Et ainsi, on peut directement l'installer. On peut évidemment faire l'injection en position assise. Voilà, moi, je préfère en décubitus latéral parce que si jamais les patients ont un petit malaise ou ne se sentent pas bien, bah, ils sont déjà alités, donc ça ne pose pas de problème. Et est-ce que vous ajoutez de la dexaméthasone en rachianesthésie, Dr. Moi, Kamal? je donne la dexaméthasone, mais par voie intraveineuse. Encore une fois, entre 0,1 et 0,2 mg kilo, c'est-à-dire que pour une personne de 70 à 80 kg, on donne facilement 8 à 12 mg, mais toujours en intraveineux. Il n'y a pas de bénéfice à injecter par voie intratécale par rapport à la voie intraveineuse. Et en plus, ce n'est pas une voie d'administration qui est reconnue. Donc, s'il vous plaît, si vous utilisez la dexaméthasone, mais injectez-la par voie intraveineuse, il n'y a vraiment aucun bénéfice de l'injecter par voie périneurale ou intratécale. Encore une question. Qu'est-ce que vous pensez du nerf géniculaire pour les chirurgies du genou? Oui, alors c'est aussi une alternative. Moi, j'en ai pas parlé, c'est une alternative qui vient de la médecine de la douleur chronique. Mais il y a très peu d'études qui ont été réalisées sur ce sujet. Et honnêtement, vous devez faire 2, 3 injections. Alors, je trouve que c'est plus simple de faire une seule au niveau du nerf saphèle qu'on le bloque au niveau du triangle fémoral ou du canal des adducteurs. Je trouve qu'une seule injection, c'est plus simple, ça va plus vite, on est plus Merci. efficace. S'il vous plaît, j'ai une question pour M. Narchi. Vous avez parlé de la dexaméthasone à de faibles doses, 1 à 2 mg en périneural. Est-ce qu'on a comparé, c'est ici, c'est ici. Oui. Vous avez parlé de la dexaméthasone en périneural à de faibles doses avec un intérêt. Ça veut dire si on fait 1 à 2 mg, on a un prolongement de notre bloc. Est-ce qu'on a comparé ces doses en périneural et en intraveineux? Ça veut dire 2 mg en intraveineux comparé à 2 mg en périneural. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'étude à dose égale entre le périneural et l'intraveineux. En intraveineux, en général, les gens font entre 8 et 16 mg IV à l'induction. Il y a un effet
nos vomissements post-opératoires, ça diminue la réponse inflammatoire et ça prolonge la durée du bloc de 4 heures en moyenne. Quel que soit le bloc, ça augmente de 4 heures. En périneural, on n'a pas besoin de faire 8 et 12, que je vous ai décrit. En faisant entre 1 et 4 mg, vous prolongez la durée d'action de 8 heures. Donc, vous avez 4 heures de plus par rapport à la voie IV, mais vous n'avez pas tous les effets anti-inflammatoires, anti-vomitifs qu'on peut avoir avec la voie IV. Mais il n'y a pas eu d'étude de 2 mg contre 2 mg en IV. Eric, est-ce que tu je peux peux intervenir intervenir? si tu veux. Oui, volontiers. Bonjour Patrick. Bonjour. D'abord, je dois dire que Patrick, c'était mon premier mentor en anesthésie loco-régionale sous échographie. Donc, je tiens à le préciser, ça fait toujours plaisir de voir Patrick. On a fait une étude, on a comparé des doses périneurales de dexaméthasone 1, 2, 3, 4 mg. Et au fond, plus vous augmentez la dose périneurale jusqu'à 4 mg, plus long sera l'effet analgésique. Donc, c'est un papier qu'on avait publié dans Anesthesia il y a 3 ou 4 ans avec Mathias Desmet. Et clairement, 4 mg en périneural est plus efficace que 1 mg en périneural. Et pour continuer là-dessus, il y a le professeur Memsoudis qui a notamment publié une étude randomisée et qui a comparé sur à peu près 130-140 patients pour une chirurgie de l'épaule, 4 mg IV versus 4 mg périneural. Et là, encore une fois, 4 mg IV fonctionne tout aussi bien, voire légèrement mieux. Il y avait une différence qui était statistiquement significative. Il y avait une augmentation de l'analgésie de 45 minutes. Alors, cliniquement, ce n'est pas pertinent. Mais au fond, ce que ce papier a montré, c'est que 4 mg IV fonctionnait tout aussi bien, voire légèrement mieux qu'une administration périneurale. Alors, effectivement, on peut l'administrer par voie périneurale. Moi, je préfère l'utiliser par voie systémique parce que bon, c'est plus simple. May. Docteur May Hello. Allô. Bonjour Eric, bonjour Sébastien. Moi, je voudrais vous demander à tous les deux la question. Parce que j'ai vu dans le topo de Eric, vous mettez dans les infiltrations l'IA 25 millilitres seulement. Mais moi, j'ai cru comprendre dans toutes les topos qu'ils mettent une quantité beaucoup plus importante. C'était aux alentours de 150 millilitres dilués. Quelle est votre technique à Genève et la technique de Sébastien? C'est très important. L'infiltration actuellement est très en vogue. Ça nous épargne les blocs et tout. Alors, je vais peut-être commencer par répondre. Moi, je suis à Lausanne, je ne suis pas à Genève, je suis au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne. Et au fond, lorsqu'on a fait notre étude, on faisait une infiltration de la capsule postérieure uniquement avec 25 millilitres. C'est sûr que si vous infiltrez l'ensemble du genou, à ce moment-là, vous devez prendre un volume plus important d'anesthésie locale. Maintenant, si vous voulez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, ça dépend un peu de l'environnement dans lequel vous travaillez. Moi, je suis avec des chirurgiens qui préfèrent que nous réalisions les blocs. Et comme ça, chez eux, ça leur fait gagner du temps opératoire. Donc, on réalise les blocs en préopératoire. Eux, ils n'ont pas besoin de faire leur infiltration. Donc, en fait, on ne fait plus d'infiltration à Lausanne. Maintenant, je sais que concernant les infiltrations, il y a beaucoup de techniques dépendantes et je sais aussi que c'est très opérateur dépendant. Là, je vais laisser la parole à Sébastien pour qu'il complète. Alors moi, mon point de vue sur l'infiltration, c'est que déjà quand on regarde la durée d'action d'une infiltration par rapport au bloc périnerveux, l'infiltration, c'est 8 heures, 10 heures. C'est-à-dire qu'on n'est jamais aussi efficace que ce qu'on peut proposer nous dans la littérature. Alors c'est vrai que quand on reprend toutes les études de prospect ou toutes les méta-analyses qui ont été faites, il y a beaucoup de LIA qui passent, mais parce qu'il y a une littérature chirurgicale qui est monumentale à ce sujet. Et comme le dit Eric, avec des gens qui vont vous mettre des anti-inflammatoires, des anesthésiques locaux, enfin ils vont mettre du poivre, du sel, un peu de moutarde, ils vont vous faire des mélanges incroyables. Moi, notre position, c'est la même qu'Eric. D'abord parce que je pense que c'est moins efficace que nous en termes de durée. Donc nous, c'est des blocs que l'on fait, pas d'infiltration. En revanche, nous, tout à l'heure, parlait des géniculés. Nous, on fait du géniculé supérolatéral sur de la prothèse de genou qu'on rajoute effectivement parce qu'on l'a pas avec le Sarfen. Il y a pas mal de blocs que l'on rajoute actuellement pour essayer d'être plus pertinent. Et dans notre pratique, nous, on est redevenu très cathéter parce qu'on fait attention aux trajectoires douloureuses et qu'on a beaucoup de gens qui rentrent seuls, enfin pas seuls, mais qui rentrent en ambulatoire ou des J1 et que la maîtrise de l'analgésie à domicile et en hospitalisation n'est pas la même. Mais pour moi, l'infiltration, je pense que c'est un... C'est pas, tout à l'heure, Patrick disait qu'on était un petit peu feignant, je crois, un truc un peu pareil avec la Dexa. Je pense que la LIA, c'est la même chose. C'est qu'il y a des endroits où malheureusement, les anesthésistes n'ont pas voulu prendre à bras le corps l'analgésie et qu'il faut qu'on reprenne à bras le corps parce qu'on est
ils savent très bien faire la chirurgie, on fait très bien l'analgésie. Sinon, on ferait la chirurgie, quoi. Je pense qu'on serait quasiment mieux aussi bien qu'eux. On a tué le truc, Eric. Je sais pas. Plus personne ne veut parler. On peut encore parler du l'IA, parce que j'ai encore d'autres choses à dire. Je suis d'accord avec Sébastien, disons. Les études qui comparent l'IA avec une infiltration périnerveuse, au fait, ne comparent pas vraiment l'IA avec une infiltration périnerveuse. Ils comparent l'IA plus des anti-inflammatoires, plus des corticoïdes, avec une infiltration d'anesthésique locale, sans anti-inflammatoires, sans corticoïdes. Donc, on a tendance à comparer des pommes et des poires, quoi. Maintenant, si on compare des pommes avec des pommes, les blocs nerveux périphériques font, à mon sens, quand même mieux. Enfin, c'est ce qu'on a démontré dans notre centre. Je n'arrive pas à avoir le résultat. Moi, ce que j'ai compris de la présentation de Laurent Delaunay, des infiltrations étagées, il a parlé d'un volume de 150 millilitres. Je vous demande, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on n'a pas de toxicité avec des drogues très diluées? Je sais que les blocs, c'est plus intéressant pour nous, pour nos élèves, pour vous. Mais l'infiltration étagée, les chirurgiens... Tu as raison, mais c'est ça dans la littérature. C'est pas les 25 que l'on fait parfois dans des blocs opératoires, c'est plutôt 50, 100 à 150 de l'IDO 01. Tu as entièrement raison. C'est des volumes énormes. Avec nous, dans les sociétés orthopédiques en France, il y a eu un grand mouvement pour et après un grand mouvement contre parce qu'ils ont commencé à avoir des blocs sciatiques, des injections dans le nerf sciatique avec même des atteintes sciatique quand ils vont en coque postérieure. Tout d'un coup, on a eu un frein parce qu'il y a quand même eu, avec les volumes dont tu parles, pas de toxicité systémique, mais en tout cas des effets indésirables qui n'étaient pas tout à fait ce qui était voulu, quoi. Donc, certains sont restés très LIA et puis beaucoup sont repassés sur l'anesthésiste qui aide à l'analgésie plutôt que le chirurgien. Est-ce que vous associez les adjuvants pour diminuer les doses d'anesthésie locaux? Moi, personnellement, je n'utilise comme adjuvant que la dexaméthasone en périneural. Eric est toujours là. Oui, donc j'utilise la dexaméthasone. J'utilise de moins en moins l'épinéphrine. Et vous les utilisez ensemble ou non, chacun seul? Ah, je mets un anesthésique local, un adjuvant. Mais, Un seul adjuvant. peut-être que les études vont pouvoir montrer que en associant clonidine et dexa Oui. ou dexmédetomidine et épinéphrine, on va pouvoir réduire les doses de chacun, toujours dans ce concept d'analgésie locorégionale balancée. C'est comme paracétamol, prophénite, morphine. Et ben, en périneural, ça peut être une piste d'avenir, d'après Brian Williams, ce que je vous ai montré dans l'éditorial. Mais bon, on n'a pas encore les études, on n'a pas de données cliniques pour pouvoir le dire. Est-ce que la dexaméthasone, clairement, par rapport à la dexmédetomidine, par rapport à la clonidine, d'accord avec Patrick, c'est vraiment la dexaméthasone qui est l'adjuvant, qui a la plus grosse efficacité pour prolonger la durée de l'analgésie. Maintenant, il y a deux études qui sont sorties, qui ont comparé la combinaison de dexaméthasone avec de dexmédetomidine. Il y en a une qui est sortie dans le European Journal of Anesthesiology il y a 2 ou 3 ans par une équipe de coréenne. Et puis, il faut faire très attention parce qu'au fond, avec la dexaméthasone, le bloc était prolongé de 6 à 7 heures. Puis quand il comparait la dexmédetomidine plus la dexaméthasone avec le groupe initial, l'analgésie était prolongée de 66 heures, 3 jours. Et au fond, c'est des résultats qui sont trop beaux pour être vrais. Et nous, à Lausanne, on a répliqué cette étude et au fond, on a démontré que combiner la dexmédetomidine avec la dexaméthasone n'avait vraiment aucun avantage. Donc, vraiment, un seul adjuvant. Encore une fois, n'oubliez pas le piège, c'est que quand on va aboutir à 66 heures d'analgésie, il y aura probablement 40, 50 heures de bloc moteur. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de notre patient? S'il est à la maison, si c'est un membre sup, on peut lui expliquer que ça va durer 3 jours. Mais s'il doit marcher, voilà, c'est toujours cet équilibre entre la réhabilitation qu'on souhaite et ces scores EVA que nous voulons procurer à nos patients. Et souvent, quand on demande aux patients, quand les chirurgiens ont commencé à faire les LIA, nous, on leur disait, mais les infiltrations ne vont pas durer 24 heures, les malades vont avoir mal. Et quand les Danois ont fait des enquêtes post-op à 1 semaine, 2 semaines et 6 mois, les malades disaient, on avait plus mal avec l'infiltration parce qu'au bout de 10 heures, ça se levait. Mais ils étaient contents d'avoir pu commencer la réhabilitation dans l'après-midi
et de pouvoir repartir chez eux le lendemain avec un peu de douleur. En gros, s'ils ont le choix entre EVA à 0 et bloc moteur ou un EVA à 2 avec une marge possible, la plupart des malades choisissaient EVA à 2 avec une marge possible. Et donc, c'est là où nos objectifs ne sont pas toujours les mêmes que ceux de la structure ou ceux du patient. Je peux demander une question rapide ici. Beaucoup pour ces topos.